imagine, chaque dispute dans ton couple, chaque tension, chaque mot qui dérape aurait pu être évité. Oui, évité. Pas en parlant moins, pas en marchant sur des œufs, mais simplement en comprenant comment fonctionnent réellement les conflits. Alors laisse-moi te poser la vraie question. Et si ce n'était pas votre amour qui était fragile, mais votre façon de communiquer? Et si, sans le savoir, vous utilisiez exactement les mécanismes qui transforment un désaccord banal en tempête émotionnelle? Parce que la vérité, c'est que la plupart des couples ne se détruisent pas par manque d'amour, ils se détruisent par manque de méthode. Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui je vais te révéler les meilleurs conseils, simples, concrets et ultra efficaces pour éviter les conflits en couple, avant qu'ils ne deviennent des bombes émotionnelles. Conseil numéro 1. Communiquez calmement avant que la tension n'explose. C'est comme retirer une casserole du feu avant qu'elle ne déborde. Si tu réagis au bon moment, tout reste propre. Mais si tu attends une minute de trop, ça explose partout. Dans un couple, parlez tôt, calmement, avant que la frustration monte, évite 90% des conflits inutiles. Communiquer avant l'explosion, c'est dire les choses doucement, quand tu es encore capable d'écouter, d'expliquer, de rester posé. C'est choisir le bon moment, la bonne énergie et ne pas accumuler jusqu'à ce que ça devienne une bombe émotionnelle. Quand tu exprimes ce que tu ressens pendant que c'est encore gérable, la discussion reste constructive au lieu de virer au combat. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où tu gardais un petit truc pour toi. Tu te disais c'est rien, puis ça s'est accumulé. Et le jour où ça sort trop fort. Et là, ça crée un conflit qui aurait pu être évité avec une simple phrase au bon moment. Selon une étude de l'université de Rochester, les couples qui abordent leur frustration dans les 48 heures ont 61% moins de disputes intenses car les émotions n'ont pas eu le temps d'atteindre le point de rupture. Conseil numéro 2, exprimer ses besoins clairement au lieu de laisser deviner. C'est comme essayer de retrouver un objet dans le noir. Même avec toute la bonne volonté du monde, tu vas forcément te cogner quelque part. Dans un couple, quand tu laisses l'autre deviner ce dont tu as besoin, tu crées des collisions émotionnelles inutiles. Exprimer clairement tes besoins, c'est dire simplement ce que tu ressens, ce que tu veux, ce qui te manque, sans tourner autour du pot, sans attendre que l'autre lise dans tes pensées. Quand tu es précis, tu facilites le dialogue, tu réduis les malentendus et tu donnes à l'autre une vraie chance de te comprendre. Un besoin dit calmement est une solution en préparation. Un besoin, tu crées de la frustration, puis une explosion. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où tu espérais que l'autre comprenne tout seul et comme il ne voyait rien, tu t'es senti blessé ou ignoré, alors qu'une phrase simple aurait évité tout le reste. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, les couples qui expriment leurs besoins de façon explicite réduisent de 47% les conflits récurrents, car la clarté émotionnelle diminue massivement les malentendus. Conseil numéro 3. Écouter l'autre sans interrompre ni se défendre immédiatement. C'est comme regarder un film en appuyant sur pause toutes les 5 secondes. Tu ne comprends plus rien, l'histoire est hachée et tu passes à côté du message. Dans un couple, interrompre l'autre ou se défendre trop vite coupe totalement la communication et transforme chaque discussion en duel. Écouter vraiment, c'est laisser l'autre aller au bout de sa pensée sans te préparer mentalement à répondre. C'est accueillir ce qu'il ressent avant de vouloir corriger, justifier ou argumenter. Quand tu écoutes sans réactivité, tu apaises la tension, tu montres du respect et tu permets à la conversation de rester constructive. La plupart des conflits naissent non pas du problème, mais du fait que personne ne se sent entendu. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où tu voulais juste expliquer quelque chose, mais en face on te coupait, on se défendait ou on minimisait ce que tu disais. Et ça ne faisait qu'augmenter ta frustration au point où tu perdais l'envie de parler. Selon une étude du Gottman Institute, les couples qui pratiquent l'écoute sans interruption diminuent de 70% la probabilité qu'un désaccord se transforme en dispute, simplement parce que chacun se sent respecté et compris. Conseil numéro 4. Éviter les accusations et parler en je plutôt qu'en tu. C'est comme tendre un bouclier à quelqu'un et s'étonner qu'il se mette en position de défense. Dès que tu attaques, même légèrement, l'autre se protège automatiquement. Dans un couple, un simple «
Tu fais toujours suffit à déclencher une guerre froide, même si ton intention était de régler un problème. Parler en je, c'est exprimer ce que tu ressens au lieu de pointer du doigt ce que l'autre fait mal. Ça change tout. Ça désactive la défense, ça rend la conversation plus douce et ça permet de parler du vrai sujet sans agressivité. Tu remplaces tu m'énerves quand par je me sens blessé quand. Tu n'accuses plus, tu décris ton ressenti. Et ça ouvre la porte à la compréhension plutôt qu'à la réaction. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où quelqu'un t'a dit « tu fais jamais ceci, tu fais toujours ça » et instantanément tu t'es senti attaqué, même si la personne disait vrai. Pourtant, quand quelqu'un te dit « je me sens » au lieu de « tu es beaucoup plus disposé à écouter. Selon une étude de l'Université du Texas, l'utilisation du « je » réduit de 50% les réponses défensives dans une discussion et augmente clairement la probabilité d'un échange calme et constructif. Les accusations divisent, le jeu rapproche. Prendre une pause quand l'émotion monte trop fort. C'est comme essayer de conduire une voiture en plein brouillard. Plus tu t'obstines d'avancer vite, plus tu risques l'accident. Mais si tu t'arrêtes quelques minutes, le temps que la visibilité revienne, tu reprends la route en sécurité. En couple, une pause au bon moment fait exactement ça. Elle évite le crash. Prendre une pause, c'est reconnaître que l'émotion monte trop haut pour que la conversation reste saine. C'est savoir dire « Attends, j'ai besoin de 10 minutes » avant que la colère, la peur ou la frustration ne prennent le contrôle. Une courte pause permet de respirer, de réfléchir, de revenir avec un mental plus clair. Ça évite les mots qui dépassent la pensée, les décisions impulsives, les blessures inutiles. S'arrêter un instant, c'est protéger la relation plutôt que gagner la discussion. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où, sous l'effet de la colère, tu as dit quelque chose que tu regrettais dès que la pression est retombée. Et tu t'es dit, après coup, si j'avais juste pris 2 minutes, tout aurait été différent. Selon une étude du Journal of Behavioral Psychology, faire une pause de 20 minutes pendant un conflit réduit de 65% l'intensité émotionnelle et améliore nettement la capacité des couples à résoudre le problème sans escalade. Conseil numéro 7, fixer des limites respectueuses pour éviter les débordements. C'est comme installer un garde-fou sur une route de montagne. Tant qu'il est là, chacun peut avancer en sécurité. Mais sans lui, le moindre écart peut devenir un accident. Dans un couple, les limites jouent exactement ce rôle. Elles protègent la relation avant qu'elle ne glisse dans les excès. Fixer des limites saines, c'est dire clairement ce que tu peux accepter et ce que tu ne peux plus tolérer. Le ton qu'on te parle, les moments où tu as besoin de calme, les sujets à éviter en pleine fatigue, les comportements qui te blessent. C'est aussi respecter les limites de l'autre. Ces frontières créent un cadre où chacun peut se sentir en sécurité sans écraser l'autre. Sans limite, les discussions dérapent, les émotions débordent et les frustrations s'accumulent. Avec des limites, tout devient plus clair, plus stable, plus apaisé. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où quelqu'un dépasse une ligne que tu n'avais jamais osé poser, un mot de trop, un message à une heure impossible, un comportement blessant, et tu t'es senti envahi, dépassé ou trahi. Et tu as compris après coup qu'une simple limite posée avant aurait évité ce malaise. Selon une étude publiée dans le Journal of Couple and Relationship Therapy, les couples qui établissent des limites claires réduisent de 49% les comportements excessifs ou agressifs et augmentent significativement leur sentiment de sécurité émotionnelle. Les limites ne séparent pas, elles protègent. Conseil numéro 8. Pratiquer la gratitude et reconnaître les efforts de l'autre. C'est comme arroser une plante avec juste un peu d'eau chaque jour. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est exactement ce qui la maintient vivante. Dans un couple, la gratitude fonctionne de la même manière. Ce sont les petites reconnaissances quotidiennes qui nourrissent le lien et empêchent les tensions de s'installer. Pratiquer la gratitude, c'est remarquer et dire quand l'autre fait un effort, même minime, un geste, une attention, un soutien, une initiative. C'est montrer que tu ne prends rien pour acquis. Ce simple réflexe désamorce beaucoup de conflits, car il donne à l'autre le sentiment d'être vu, apprécié, valorisé. Quand chacun reconnaît les efforts de l'autre, la relation respire mieux, l'ego baisse, la coopération augmente et les tensions se réduisent naturellement.
Yes, je suis sûr que tu as vécu cette situation où tu faisais un effort rangé, préparer quelque chose, organiser un moment, et en face, personne ne le remarquait. Et au fond, tu te sentais un peu invisible, même si ce n'était pas volontaire. Une simple phrase de gratitude aurait tout changé. Selon une étude de l'Université de Géorgie, les couples qui expriment régulièrement de la gratitude voient leur satisfaction augmenter de 30% et leur niveau de conflit diminuer de 26%. La science est claire, la gratitude, c'est le carburant silencieux des relations qui durent. Conseil numéro 9. Clarifier les attentes dès le début pour éviter les malentendus. C'est comme partir en voyage à deux sans jamais choisir la destination. Chacun avance de son côté, pense aller dans la bonne direction, jusqu'au moment où vous réalisez que vous n'êtes même plus sur la même route. Dans un couple, l'absence de clarté crée exactement ce type de confusion. Clarifier les attentes, c'est dire dès le départ ce que tu veux, ce que tu peux offrir, ce que tu ne veux pas et ce que tu attends en retour. C'est parler d'engagement, de communication, de routine, de limites, de valeurs, pas pour tout figer, mais pour éviter les zones floues qui deviennent des bombes relationnelles. Quand tout est clair, chacun sait où il va, pourquoi il y va et comment avancer ensemble. Ça évite les suppositions, les déceptions inutiles et les conflits nés d'interprétations erronées. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où tu pensais que c'était évident pour l'autre et tu as découvert plus tard que vous n'aviez pas du tout la même vision. Et à ce moment-là, tu t'es demandé comment un simple non-dit avait pu créer autant de tensions. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, les couples qui clarifient leurs attentes dès le début réduisent de 46% les malentendus majeurs et développent une communication beaucoup plus stable sur le long terme. La clarté évite les collisions. Conseil numéro 10. Gérer les sujets sensibles au bon moment, pas sous la colère. C'est comme essayer de réparer une montre en plein tremblement de terre. Même si tu connais chaque pièce par cœur, tu n'arriveras jamais à faire un travail précis dans le chaos. Dans un couple, parler d'un sujet délicat en plein pic émotionnel revient exactement au même. C'est le moment où tout déraille. Gérer les sujets sensibles au bon moment, c'est attendre que la tempête émotionnelle se calme avant d'aborder les questions importantes. Finances, jalousie, famille, projet, frustration. La colère brouille la lucidité, déforme les mots, amplifie les blessures et transforme les petits problèmes en montagnes. Mais quand tu choisis un moment où chacun est plus posé, plus ouvert, plus disponible, la même conversation devient soudain constructive, douce et même réparatrice. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où, pris par l'émotion, tu as lancé un sujet sensible et en quelques secondes, la discussion a complètement dérapé. Plus tard, en y repensant, tu t'es dit « ce n'était juste pas le bon moment ». Selon une étude de l'Université de Washington, les conversations sensibles menées sous colère multiplient par 4 le risque de conflits intenses, tandis que les mêmes discussions choisies au bon moment augmentent de 47% les chances d'arriver à une résolution apaisée. La bonne discussion au mauvais moment reste une mauvaise discussion. Conseil numéro 11. Accepter les différences de personnalité et de communication. C'est comme vouloir que deux instruments jouent exactement la même note alors qu'ils n'ont pas la même tessiture. Un violon et un piano ne sonneront jamais pareil, mais ensemble, ils peuvent créer une harmonie magnifique. Dans un couple, vouloir que l'autre réagisse, parle ou pense comme toi crée plus de conflits que de connexion. Accepter les différences, c'est reconnaître que chacun a sa manière d'aimer, d'exprimer ses émotions, de réfléchir et de gérer les situations. Certains parlent beaucoup, d'autres ont besoin de silence. Certains réagissent vite, d'autres ont besoin de temps. Certains cherchent la logique, d'autres le ressenti. En comprenant ça, tu arrêtes d'imposer ton mode de fonctionnement et tu commences à collaborer. Les conflits diminuent naturellement parce que vous ne vous battez plus pour avoir le même style, vous apprenez à composer avec vos différences. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où tu ne comprenais pas pourquoi l'autre ne réagissait pas comme toi et ça t'énervait. Puis avec le recul, tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas de bonne ou mauvaise manière, juste deux façons différentes de fonctionner. Selon une étude de l'Université du Michigan,
Les couples qui acceptent leurs différences de personnalité réduisent de 41 ans de 40% les conflits récurrents et augmentent significativement leur sentiment d'harmonie. Parce qu'au final, l'amour n'exige pas l'identité, il exige la compréhension. Et maintenant que tu connais ces conseils, la question qui compte vraiment, c'est lequel vas-tu appliquer dès aujourd'hui pour apaiser ton couple? Parce qu'un couple solide ne se construit pas en évitant les problèmes, mais en apprenant à les gérer intelligemment, avec calme, respect et lucidité. Demande-toi, quel petit changement pourrait transformer votre manière de communiquer et donc votre manière de vous aimer? Parce qu'au final, la paix dans un couple n'est jamais un hasard. C'est un choix répété chaque jour par deux personnes qui décident de protéger leur lien plutôt que leur ego. Et si tu veux aller encore plus loin, comprendre encore mieux la psychologie du couple, l'amour et construire une relation plus saine,